Quelle a été la raison, en l'espèce, du soutien de l'islam par la gauche? C'était juste au nom de l'ouverture? Parce que ce sont d'anciens colonisés. Oui. Donc forcément, ce sont des victimes. Donc des victimes ont raison. Donc même s'ils sont des religieux, même s'ils sont des terroristes qui vous jettent des pétards dans les pieds partout, ils sont quand même des victimes, ils ont quand même raison, donc on doit s'aplatir. Et c'est terrifiant pour eux, parce que c'est tout un pan de leur idéologie qui s'effondre. Je suis entièrement d'accord avec Philippe. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau club Idées du Figaro. C'est un sondage édifiant que l'IFOP a publié le 18 novembre sur le rapport des musulmans français à l'islam et à l'islamisme. Sans surprise, la pratique d'une forme rigorisme d'islam progresse dans tout le pays, ainsi que la séduction d'une forme politique d'islamisme. Alors aujourd'hui, avec nos 3 intervenants, nous allons dresser un état des lieux de ce phénomène religieux inédit et en dessiner les perspectives d'avenir. Bonjour François Cros. Bonjour. Vous êtes directeur de la partie politique et actualité de l'IFOP. Vous êtes l'auteur de ce sondage et on va en rediscuter. C'est un sondage historique dont la première édition remonte à 1989 et c'est un point particulièrement important. Philippe Diribarne, bonjour. Vous êtes anthropologue, économiste, directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez publié plusieurs essais sur l'islam et l'islamisme. Je cite 2 d'entre eux, L'islam devant la démocratie, chez Gallimard en 2013, et Islamophobie, intoxication idéologique, chez Albin Michel en 2019. Chantal Delsol, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université de Marne-la-Vallée, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages de philosophie politique. Je citerai le dernier en date, Insurrection des particularismes, au CERF cette année. Des particularités. J'avais une première question à vous poser, François Cros, je me tourne vers vous, mais ce sondage a déclenché une véritable polémique. L'IFOP a porté plainte contre 2 députés LFI qui accusaient le sondage d'être islamophobe, au fond, et de ne pas être rigoureux. Comment vous réagissez à ça, sachant que ce sondage, encore une fois, a été réalisé plusieurs fois depuis 1989 ? Oui, on a été un peu étonné par cette frilosité de la LFI à l'égard de notre sondage, alors que, comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon a capté quasiment la moitié du vote musulman aux dernières élections présidentielles. On disait qu'ils auraient pu être intéressés par, ne serait-ce que voir si les valeurs sociales et politiques et religieuses des musulmans étaient compatibles, par exemple, avec les postures progressistes qu'ils affichent sur les homosexuels, sur l'égalité homme-femme ou sur la liberté sexuelle. Vous voyez, ce serait quand même intéressant de voir s'il n'y a pas un souci là-dessus. Et puis, on était aussi étonnés de leur critique parce que il y a 1 mois et demi, nous avons sorti pour la Grande Mosquée une grande enquête sur l'islamophobie, qui est la 3e enquête que l'IFOP fait sur ce sujet, nous utilisons plutôt le terme de musulmanophobie à l'IFOP. Et à l'époque, des personnalités LFI avaient salué cette enquête qui reposait strictement sur le même échantillon et la même méthode, alors qu'aujourd'hui, ils discréditent au maximum cette enquête qu'ils saluaient. Le Média TV, qui est quand même dans la galaxie LFI, avait quand même consacré une émission entière à cette enquête qui reposait sur la même méthodologie. Et les indicateurs qui sont aujourd'hui souvent soumis à la critique sur les réseaux sociaux ou ailleurs sont en fait pour l'essentiel soit des indicateurs qui ont été calés dans les grandes enquêtes scientifiques comme l'enquête Valeurs de Pierre Bréchon, comme l'enquête Théo de Vincent Thibert, qui n'est pas sujet à être qualifié d'islamophobe, ou d'autres encore, mais surtout, ils ont été co-construits par l'IFOP ou certains de nos confrères instituts au cours des 40 dernières années avec des médias comme Le Monde, comme Le Nouvel Observateur ou Le Monde des religions, ou La Croix, ou Elle, comme Marianne, ou d'autres encore qui sont globalement tous plutôt dans le côté progressiste, on va dire, des médias. Et le plus amusant, c'est de voir comment des médias comme Mediapart, qui ont été créés par Edwy Plenel, critiquent aujourd'hui tous les jours cette enquête. Ils ont même donné d'ailleurs
la parole à une personnalité clairement dans la mouvance frériste pour critiquer notre enquête, ce qui montre quand même toujours un compagnon de manage, de route, toujours avec cette mouvance. Mais c'est leur problème. Nous, ce qu'on voit quand même, c'est que ces indicateurs, ils ont été validés à l'époque par Edwy Plenel quand il était directeur des rédactions, d'abord rédacteur en chef en 1994, puis directeur des rédactions du Monde dans une enquête de 2001. Et donc nous avons fait quand même 3 vagues d'enquêtes à partir du même questionnaire avec le journal Le Monde. C'est la question. Pour être clair, toutes ces questions-là ont déjà été publiées sous la même forme depuis 40 ans. Et donc ça permet, c'est aussi un témoignage historique incroyable, c'est ça qui permet de dessiner des tendances et des perspectives historiques. Le plus amusant, c'est on est là pour en parler, une des principales conclusions de l'enquête, c'est un processus de réislamisation des musulmans de France, concept qui vient notamment de Gilles Kepel, qu'il avait observé dans ses premières enquêtes, notamment en banlieue parisienne au tout début des années 90. L'article du Monde de 2001, qui commente l'enquête qu'eux-mêmes ont commandée à l'IFOP à l'époque, parle de processus de réislamisation. Et aujourd'hui, le même journal Le Monde critique cette analyse comme quelque chose d'islamophobe. C'est quand même, on peut dire, pas très cohérent. Philippe Diribarne, vous avez écrit un livre donc, sur l'islamophobie. Est-ce que ça vous étonne finalement que dès que l'on parle de l'islam, il y a une sorte de réaction épidermique, le mot islamophobe va sortir quasiment automatiquement, en tout cas dans une certaine gauche? Pour une bonne partie de la gauche, enfin, je dirais presque toute la gauche, c'est le fait que l'on mette en évidence ce qui a été mis en évidence par le sondage, au fond, est très très difficile à accepter. C'est la réalité qui est difficile à accepter. Je rappelle juste à grands traits, après on va le détailler, mais c'est qu'il y a une forme de rigorisme à la fois religieux au sein de la communauté musulmane et en plus une forme d'attachement plus politique à une forme d'islamisme. Je ne dis pas de bêtises, François Cros, à grands traits, c'est ça. Tous les musulmans qui ont une pratique rigoriste de l'islam ne sont pas islamistes, ça c'est évident, c'est pas du tout ce que dit l'enquête. Oui. On dit juste que c'est des phénomènes parallèles qui sont clairement dans la même dynamique. Voilà. Ouais. Et que plus on est rigoriste, notamment sur... On soutient des formes de séparatisme de genre, on ne va pas vouloir se faire soigner par un médecin de l'autre sexe, on ne va pas vouloir serrer la main à quelqu'un de l'autre sexe, etc. Donc vraiment la version la plus radicale, plus on adhère à cette vision ultra rigoriste de l'islam, plus on va avoir tendance à soutenir des thèses islamistes. Mais ce n'est pas pour ça que tous les rigoristes... Philippe Diribarne, je vous avais juste coupé pour faire un résumé. Il y a eu un grand projet, le projet moderne en quelque sorte, de dire qu'on allait créer des sociétés qui allaient dépasser les peuples, les cultures, les religions, etc., pour créer autour de l'idée de contrat social, de droits de l'homme, etc., disons des sociétés nouvelles dans lesquelles les religions ou s'affadiraient ou deviendraient simplement font des éléments de la vie privée, si vous voulez, comme le cinéma, comme le théâtre, comme les livres que l'on lit, etc. Et donc deviendraient totalement absentes de l'espace public. Et que l'espace public serait en quelque sorte libéré de l'emprise des religions. Et alors donc, ce courant a obtenu, pour une bonne part, c'était long et un travail, qu'il soit libéré de l'emprise de l'Église catholique. Voilà, que celle-ci est très largement maintenant plus trop vraiment présente dans l'espace public. Alors de voir qu'avec l'islam, toute cette construction laborieuse de créer un espace public libre de la place des religions est remis en cause par les musulmans et par l'islam, c'est dramatique. C'est un échec dramatique. Il faut accepter. Alors, pour accepter ça, mais c'est hautement paradoxal en même temps. Non. Chantal Delsol. Terminé. Oui, mais pour accepter ça, si vous voulez, ça implique de faire le deuil d'un grand projet politique. Alors, ce qui est
beaucoup plus facile à accepter pour la droite, parce que pour la droite n'est pas a beaucoup moins investi dans ce projet de dépassement des peuples, des cultures, des religions, etc. Et donc la droite le prend sous un biais réaliste, en disant oui, c'est très important d'observer la réalité pour savoir ce qu'on va faire, alors que pour une bonne partie de la gauche, c'est une question, je dirais, de foi, d'une sorte de religion, de l'humanité qui est en train de vaciller. Chantal Delsol. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Je pense que pour eux, c'est une défaite absolument énorme. Pour la gauche. Pour la gauche, c'est une question d'honneur. Enfin, le fait que des identités reviennent, des identités en plus religieuses, alors qu'on s'est battu pour la laïcité contre le christianisme, et que ces identités religieuses reviennent en force chez des gens qui ont été colonisés, donc qu'on ne peut pas critiquer, qui ne peuvent pas critiquer, des gens qui ont toujours raison. C'est effrayant pour eux, je suis entièrement d'accord avec vous. Quelle a été la raison, en l'espèce, du soutien de l'islam par la gauche? C'était juste au nom de l'ouverture? Parce que ce sont d'anciens colonisés. Oui. Donc forcément, ce sont des victimes. Donc des victimes ont raison. Donc même s'ils sont des religieux, même s'ils sont des terroristes qui vous jettent des pétards dans les pieds partout, ils sont quand même des victimes, ils ont quand même raison, donc on doit s'aplatir. Et c'est terrifiant pour eux, parce que c'est tout un pan de leur idéologie qui s'effondre. Je suis entièrement d'accord avec Philippe. Je reviens au sondage, mais il y a plein de sondages qui sont faits, notamment à l'IFOP, sur les catholiques en France, sur les protestants en France, sur les juifs en France, sur les musulmans en France. Là, il y a une forme de particularité, c'est que aucune autre religion en France ne réagirait de la sorte quand un sondage sortirait, ou pas avec cette vigueur. Oui, ça témoigne de... On fait régulièrement des enquêtes, notamment auprès des Juifs, sur les questions notamment de l'antisémitisme. On vient avec Jérôme Fourquet de faire une grande enquête, un grand observatoire du catholicisme. Parfois, on fait des enquêtes pour Réforme auprès des protestants. Enfin, on n'a jamais le moindre effet, la moindre polémique. En tout cas, ça ne prend pas la dimension actuelle, avec des menaces, notamment sur notre commanditaire, sur notre directeur Frédéric Dabi. Bref, là, il y a des plaintes qui auraient été déposées contre X. Enfin, on arrive à un niveau de tension sur ces sujets qui fait que là, je suis d'accord avec vous, on a mis le doigt sur un sujet très tabou dans une certaine mouvance intellectuelle, et on brise un petit peu l'image d'une population qui, à leurs yeux, ne peut pas, je dirais tout simplement, se droitiser. Vous voyez ? Oui. Parce que finalement, être dans le rejet de la rationalité scientifique, c'est extrême droitisé, je ne sais pas exactement comment on peut utiliser ça, mais en tout cas, on est bien sur le rejet de la rationalité, de la raison, et le primat d'une vision théocratique, une vision ultra-séparatiste des rapports de genre, ultra-conservatrice. Généralement, ça va aussi avec beaucoup d'homophobie. Bon, en gros, le fait d'avoir des données qui sont pas critiquables sur la méthodologie, qui montrent et qui quantifient le niveau, au fait, de réislamisation, de rigorisme et de conservatisme moral d'une partie de cette population, c'est évidemment une gifle pour une partie des personnes qui ne veulent pas voir ça depuis des années. Alors justement, est-ce que, parce que c'est un des reproches qui vous est fait, c'est d'avoir lié la question de l'islam et de l'islamisme dans un même sondage. Est-ce que vous pourriez, en donnant quelques chiffres du sondage, avoir une idée de ce que pèse une forme d'islam modéré qui ne connaîtrait pas une forme de religiosité accrue, une part d'islam qu'on va appeler rigoriste, et vraiment, est-ce qu'on peut quantifier dans votre sondage ce qu'on pourrait vraiment appeler islamisme? On a grosso modo à peu près la moitié des musulmans de France qui, eux, sont opposés à ce qu'on cherche à appliquer la charia à un pays non musulman. Ils respectent aussi globalement les lois de la République. Oui, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Ils sont opposés à ce que la charia soit appliquée dans un pays non musulman. Ils privilégient aussi les lois de la République sur les règles de l'islam. Ça, c'est une bonne moitié de la population, qui peut être d'ailleurs pratiquante ou plus rigoriste que dans le passé. Mais en tout cas, ils distinguent bien la piété individuelle, la foi personnelle, de ses conséquences dans la manière de codifier, on va dire, les différents comportements alimentaires, conjugaux ou autres des musulmans dans notre pays.
L'autre moitié, elle est un peu plus partagée, hein, et on a quand même un chiffre d'environ 46% des musulmans qui disent que la loi islamique doit être appliquée intégralement ou en partie dans un pays non musulman. C'est quand même significatif. C'est quand même très fort. C'est pas pour eux qu'elle est plus importante que la loi républicaine. C'est de manière générale, dans un pays non musulman, elle devrait être appliquée. Mais ce chiffre nous paraît, parce que cette opinion n'est pas toujours totalement construite, ils le disent comme ça, parce que quand on va travailler un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que globalement, si on leur demande est-ce que vous partagez vraiment les positions des islamistes, il y en a, le taux tombe autour de 38%, et ceux qui partagent... Oui, on a les graphiques qui s'affichent à l'écran. C'est ça. Ceux qui partagent l'intégralité des islamistes sont autour d'un chiffre plutôt de 10%. Dans la question de la charia, on est plutôt à 15% qui souhaitent qu'elle soit appliquée intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit. Donc, pour nous, à l'IFOP, le vrai noyau dur d'islamistes, il serait plutôt autour d'une personne sur 6. Et puis, on a une sorte d'islamisme d'atmosphère, pour reprendre une formule de notre ami Gilles Kepel, qui est beaucoup plus large et qui tourne autour d'un tiers des musulmans. Quand on a fait l'enquête de l'Institut Montienne en 2016, qui était tout aussi solide méthodologiquement, on était autour de 28%. C'était pas construit sur le même indicateur. Mais en gros, sans doute qu'en 10 ans, nous sommes passés d'un islamisme d'atmosphère partagé par avant environ un musulman sur 4, aujourd'hui par un musulman sur 3. Gilles Kepel, il parlait plutôt de djihadisme d'atmosphère, mais là, l'islamisme d'atmosphère, c'est le versant, on va dire, pacifique de ce même... Idéologique de ce même phénomène. J'avais une question. Il y a 52%, si je ne dis pas de bêtises, des répondants dans le sondage qui ne condamnent pas le djihadisme. Pas forcément pour dire que le djihadisme c'est bien, mais par exemple, il y en a un certain nombre qui n'ont pas d'opinion ou qui ne souhaitent pas se prononcer. Ce chiffre, il paraît absolument spectaculaire. Chantal Delsol ou Philippe Diribarne, est-ce que c'est un chiffre qui vous a interpellé ? Moi, je crois qu'on sous-estime le point auquel, disons, l'islam traditionnel du Maghreb, de la plupart des pays musulmans, c'était en fait considérablement éloigné de l'islam, du Coran, des premiers califes, enfin vraiment de l'islam, de la sunna, de la vie du prophète. Il y avait vraiment une dérive énorme, si vous voulez, qui a produit des islams syncrétiques. Au Maroc, par exemple, avait les marabouts, enfin les saints qu'on fêtait, etc. Et que là, le phénomène qui se produit, et qui s'est produit avec l'alphabétisation, avec la possibilité maintenant pour les musulmans de lire le Coran. Pendant longtemps, ils n'imaginaient même pas de lire le Coran, ils pouvaient l'apprendre par cœur mais sans comprendre. Maintenant, ils le lisent, ils le comprennent, il y a des commentaires, il y a des savants qui leur parlent, etc. Et donc, il y a une redécouverte de l'islam, du Coran, du prophète, des premiers califes, l'islam des origines. Si je vous comprends bien, l'islamisme de ce point de vue-là est l'effet de la modernité et non pas une forme de culture traditionnelle. Ça serait plutôt l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est la modernité, disons, technique qui permet un retour aux racines, disons, aux racines symboliques et aux racines scripturaires. Alors, quand on voit, je peux citer juste un tout petit passage, disons, du Coran, à propos des incrédules. Il leur dit « S'ils ne se retirent pas loin de vous, s'ils ne vous offrent pas la paix, s'ils ne déposent pas leurs armes, saisissez-les, tuez-les partout où vous les trouverez, nous vous donnons tout pouvoir sur eux. » C'est sans appel. Voilà. Ça, c'est le Coran. C'est le Coran. Or, le Coran est réputé, incréé, etc. Vous savez peut-être qu'à un moment donné, la Tunisie a voulu s'écarter des préceptes du Coran sur un point qui était l'héritage des femmes. Hein. Le fait que les femmes, disons, dans le Coran, ont la moitié des hommes. Mais là, ce n'est pas une tradition, c'est vraiment un texte du Coran. Eh bien, les Tunisiens se sont fait frapper sur les doigts par Al-Azhar, etc., et ils ont renoncé, si vous voulez, à ça. Ils ont renoncé. Donc,
le retour, la connaissance, disons, des fondements de l'islam, le fondement des prophètes. Et par exemple, Al-Qaradawi, si vous voulez, qui est le maître à penser, disons, des frères musulmans, hein, donc qui se dit créateur d'un islam du juste milieu, dit-il. Oui. Mais en fait, c'est un islam qui revient tout à fait à l'islam des origines. Et qu'il dit, Al-Qaradawi, que distinguer l'islam et l'islamisme, ça n'a pas de sens. Il y a un chiffre, hein, dans mon souvenir, sur les frères musulmans. Dans le sondage, c'est 24% des... C'est ça. 24% des musulmans de France expriment de la sympathie à l'égard de la mouvance des frères musulmans et 24% de l'hostilité, un gros tiers de l'indifférence. Et plus précisément, quand on leur a demandé s'ils se situaient près de ou éloignés du courant de pensée, ils sont exactement pareil, 23% à se dire proches de la pensée. Donc on a bien cette mouvance qui a été présentée lors de la sortie du rapport du frérisme comme une mouvance en fin de vie avec des personnes âgées. En réalité, dans notre enquête, on a un tiers des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui se dit proche des idées de ce courant. Et concrètement, c'est la mouvance islamiste qui est la plus populaire à l'intérieur des musulmans, devant les wahhabites, les salafistes, etc. Chantal Delsol, comment vous voyez cette... Je voudrais préciser un point du sondage et vous poser une question aussi. À propos de la préférence des lois religieuses, plutôt que les lois, préférence sur les lois civiles. Ça peut donner lieu à plusieurs interprétations, parce qu'évidemment, il y a l'histoire, le créationnisme, bon, d'accord, ça c'est des choses un peu étranges. C'est une religion comme un peu primitive par rapport à la nôtre, donc ça peut expliquer plein de choses. Mais je trouve que préférer les lois religieuses, quand on a une religion, aux lois civiles, ça n'a rien d'extravagant. Enfin, personnellement, je suis catholique, je reconnais que pour moi, le mariage religieux a plus d'importance que le mariage à la mairie. Cependant, on nous a toujours appris, vous allez le confirmer, que il faut obéir aux lois de l'État. Jamais je n'irai dire à mes enfants, tu fais un mariage religieux et pas un mariage civil, jamais. Vous voyez, je crois qu'il y avait des sondages de l'IFOP qui étaient... Dans notre enquête, exactement, on a formulé, non pas sur une question de principe un peu théorique, du genre est-ce que la charia est plus importante que la religion. On s'est mis dans une situation très particulière qui sont les affaires de droit privé et on a dit sur un sujet important dans votre famille comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, vous en parliez tout à l'heure, que feriez-vous concrètement si vous deviez choisir entre appliquer le respect des règles de votre religion et le respect des lois françaises. Donc on n'est pas sur quelque chose d'abstrait et théorique, on est sur une situation claire qui d'ailleurs aujourd'hui est une aspiration des communautés musulmanes en Europe, et on le voit en Angleterre avec le développement de tribunaux qui, eux, tranchent parallèlement à la justice britannique tout un ensemble d'affaires de ce type. Et là, on voit qu'on a une opinion qui est très partagée. Mais justement, dans l'enquête, on a fait exprès... Ils ne vont pas à l'encontre des lois de l'État. Comment ? Ils ne vont pas à l'encontre des lois de l'État. On leur a demandé que feriez-vous si vous aviez à choisir. C'est une préférence. Il y a une grande différence, si vous voulez. C'est que dans l'islam, il n'y a pas vraiment de distinction entre une sphère profane et une sphère sacrée. La sphère sacrée, le halal, ça s'étend à l'ensemble de l'existence. Al-Qaradawi insiste beaucoup là-dessus. On ne peut pas dire la charia, c'est pas la religion au sens où on l'entend, disons chez nous. La religion étant un rapport à Dieu, des rites, etc. Non, la religion, pour les islamistes et pour le Coran, c'est toute la vie, hein, et donc y compris les sujets que vous évoquez. Oui, parce que Chantal Delsol... J'avais une question à vous poser. J'ai été étonnée en lisant tout à l'heure le résultat de cette enquête, de voir qu'un certain nombre de questions quand même très très importantes, du genre qui portent sur l'extrémisme, on voit qu'il y a quand même 50% des jeunes de moins de 24 ans qui sont ce qu'on peut appeler extrémistes ou radicaux, enfin je ne sais pas comment il faut dire ça, islamistes ou... on ne pose jamais la question de savoir s'ils sont des garçons ou des filles, parce que vous voyez, vous partez de la famille musulmane typique dont on vous dit toujours deux garçons, deux filles, les deux filles font des études supérieures, les deux garçons sont en prison. Alors, ça veut dire que les filles et les garçons, effectivement, dans ces familles-là, n'ont pas du tout la même manière de voir les choses. Moi, j'aurais été intéressée de savoir si on pose ces questions globalement. Si c'est pas pareil ou si c'est pareil chez les filles et chez les garçons. Parce on n'a pas des écarts de genre très élevés dans notre enquête. Parce que vous avez parlé que du foulard. Oui, sur le foulard, on a notamment un chiffre choc
d'une fille ça veut rien dire, sur ça. deux de 18 à 24 ans qui porte le voile de manière régulière, occasionnelle. C'est 3 fois plus qu'en 2003 au moment du Ça ne veut débat. rien dire, parce que si on me dit, si tu ne portes pas le voile, tu es une prostituée, je porterai le voile. Si toute ma culture me dit que je suis une prostituée sans le voile, je la porterai. Donc ce n'est pas le problème. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir si c'est moins de 24 ans qui sont pour faire le djihad ou pour balancer des bombes, si c'est 80% de garçons et 20% de filles, ou si c'est 50-50. C'est pas ce que montre notre enquête. Tous les jeunes ne sont pas pour poser des bombes. Oui. Nous avons 3% des musulmans qui déclarent qu'ils soutiennent le djihadisme, donc ça reste très marginal. Ouais. Mais c'est significatif en milliers de personnes, bien sûr. Non, pour répondre à votre question, dans l'enquête, on n'a pas en fait un gender gap très prononcé sur beaucoup de choses, mais ça peut surprendre, notamment sur le djihadisme ou sur le frérisme. Sur l'islamisme, souvent les femmes sont plus radicales, légèrement plus radicales que les hommes. Donc là, on est vraiment dans un conditionnement de genre dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il y a tellement, justement, vous disiez, cette pression à être une bonne musulmane et donc une fille respectable. Il y a tout un ensemble de travaux sociologie du genre sur qu'est-ce qu'une femme respectable, par exemple, dans un quartier populaire, et l'islamité revendiquée visible en fait partie. Donc on se rend compte que pour tout un ensemble aujourd'hui de jeunes filles, elles sont en rupture avec la tendance beaucoup plus progressiste, la nouvelle révolution féministe post-MeToo, et tout un ensemble de discours qui prônent plutôt l'égalité des genres. On a la construction ou la reconstruction d'un modèle féminin traditionnel, conservateur, et très éloigné de la liberté de mœurs des années 50-60 en Occident. Justement, on n'a pas observé de gender gap, comme vous dites, mais il y a en revanche un fossé en termes d'âge, où là, il y a quand même le phénomène marquant du sondage, c'est le fait que les jeunes sont beaucoup plus rigoristes et beaucoup plus islamistes que les anciennes générations. Et là, comment interpréter ce résultat, Chantal Delsol? Ça fait 40 ans qu'on fait ces sondages, on voit la progression chez les jeunes. Comment vous l'interprétez? L'affaire du foulard de Creil, ça date quand même d'il y a 40 ans. Sont des populations qu'on n'a pas réussi à intégrer ou voulu intégrer, et c'est très... Qu'on n'a pas voulu et qu'on n'a pas pu. Pas voulu et pas pu, c'est difficile de faire la séparation entre les deux, de faire le pourcentage entre les deux. Il faudrait toute une analyse historique, mais clairement, ça n'a pas marché, l'intégration n'a pas marché. Moi, je trouve qu'on a fait de l'intégration technique, on a balancé de l'argent, comme on dit, par hélicoptère, alors qu'il aurait fallu faire une intégration, j'allais dire généreuse, c'est-à-dire au cas par cas, personne par personne, je veux dire presque avec de l'amour. Voilà, je mets ça entre guillemets, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il aurait fallu à la fois être sévère pour les petits bandits ou pour ceux qu'il faut expulser, et à la fois être très généreux. C'est-à-dire, quand on est dans une situation tragique comme celle-là, c'est-à-dire où d'un côté la politique dit attention à l'identité nationale et la morale dit accueillez, situation tragique, il faut être très fort des deux côtés. Très fort sur la fermeté, très fort sur la générosité. On n'a pas fait du tout ça. Ce que vous dites, c'est que finalement, au fond de nous, on n'a pas voulu les accueillir, mais en même temps, on n'a pas été ferme dans... On aurait dû être bon sur faire énormément d'efforts des deux côtés, sur la fermeté et sur la générosité la générosité, je dirais même l'amour. Mais il aurait fallu être sur les deux, pas uniquement l'un ou l'autre, parce que là, on tombe dans des excès. Et souvent, quand on parle de laïcité, on parle de laïcité en général, qui va s'appliquer aussi bien au christianisme qu'à l'islam. Est-ce que vous pensez que de ne partir du principe qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et les autres religions en France, à l'endroit de la laïcité, est-ce que c'est juste ou ça ne le serait pas, et ça serait l'une des causes des problèmes d'intégration aujourd'hui? Je trouve que c'est juste parce que nous sommes un pays laïque, la laïcité s'applique à toutes les religions, il n'y a pas de raison pour que ça ne s'applique pas à l'islam. Mais là, vu que nous sommes partis, étant donné qu'on n'a pas fait l'effort, qu'on n'a pas vu arriver le problème de loin, maintenant on va avoir des difficultés. Ça, c'est certain. Qu'en pensez-vous, Philippe Dirabar? Il me semble que la question, c'est on ne s'est pas intéressé à comment les musulmans nous voient. Quel sens ça a pour eux dans la tradition de l'islam, quelle place on tient pour eux et à quoi ils s'attendent. Toute la tradition quand même musulmane, c'est que les non-musulmans sont des dhimmis.
Ce sont des gens... Des dhimmis, c'est-à-dire? Les dhimmis sont des protégés, Ouais. des protégés avec des droits inférieurs, etc. Et que toute la tradition musulmane, on est la caste dominante et on est, on peut être gentil éventuellement, enfin plus ou moins avec les autres, mais à condition qu'ils se traînent quand même beaucoup, beaucoup plus bas que nous. Bon. Et que l'humiliation qu'a représenté la colonisation, qu'a représenté le fait d'être dominé dans les pays-là, c'est quand même une humiliation formidable. Et, par contre-coup, on a vu par exemple l'enthousiasme qu'a suscité le 9 septembre dans les banlieues. Le 11 septembre. Le 11 septembre dans les banlieues. Ouais. L'enthousiasme dans lequel on dit enfin, maintenant, c'est nous qui sommes en train de reprendre le dessus. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et j'étais frappé, oui, vous y parliez du tournant de 2016. Quand même, 2016, c'est un an après le Bataclan. Et je pense que le Bataclan a été vécu par beaucoup comme une grande source de fierté, dans lequel on reprenait notre rôle normal, on reprenait notre rôle de dominant. Et que dans cette réislamisation, si vous voulez, dans cet enthousiasme en quelque sorte, si vous voulez, de retour vraiment à l'islam des fondements, il y a tout un aspect de restitution, de fierté et lié à un désir et l'impression, si vous voulez, qu'au fond, on est en train de rentrer dans un terrain faible. On voit ce qui se passe dans un certain nombre de banlieues, on voit ce qui s'est passé, je sais pas, au moment de la finale de la Coupe d'Europe des clubs, etc. Si vous voulez. Vous dites que c'est une forme de désir de domination, mais dans le même temps, pendant très longtemps, je pense par exemple à ce que disait Pascal Bruckner, il y avait une concurrence victimaire, et on le voit encore par exemple à Gaza. Là, c'est pas vouloir être le dominant, c'est vouloir être la meilleure victime, entre guillemets. Les frères musulmans sont des gens très intelligents. Ils ont parfaitement compris que se présenter comme victime, disons, en Occident, ou dire que les Occidentaux sont islamophobes, etc., c'est une manière formidable d'avancer leur pion. Je pense pas du tout que eux se sentent dans une situation de la pauvre victime qui mérite qu'on lui mette des bougies, etc. Non, je crois qu'ils sont dans le même rapport, disons, par rapport à nous, que Trump par rapport à Poutine, si vous voulez. Enfin, Poutine a très bien compris Trump, mais Trump n'a rien compris à Poutine. Je pense qu'eux nous ont très très bien compris, et nous, on ne les a pas compris du tout. Chantal Dessol, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? De toute façon, quand on est faible, parce qu'ils sont faibles par rapport à nous, et ils sont d'anciens colonisés qui sont en train d'investir l'empire conquête devenu un empire refuge. Oui. Et ils sont faibles. Quand on est faible, qu'est-ce qu'on fait? On se fait victimiser et on fait des guerres sadiques. Ce que j'appelle une guerre sadique, c'est le 11 septembre, c'est le 7 octobre. En Israël, c'est ce que j'appelle une guerre. C'est la guerre avec des moyens assez dégueulasses parce qu'on n'a pas quand on n'a pas de missiles, on enlève des bébés dans les maisons et on va les torturer dans les caves, voilà. Et puis on se fait victimiser. Ce sont les deux armes qu'on a. Nous avons le dôme de fer, les missiles, la bombe atomique, etc. Eux, ils ont ça, ils ont la victimisation et les guerres sadiques. Faut regarder. Je pense qu'il faut regarder les choses comme ça. François Cros, il y a une question que je voulais vous poser aussi, parce qu'il y a une dimension du sondage, c'est aussi la question de l'évolution du nombre de musulmans en France. Est-ce que vous pourriez faire une sorte de panorama historique? Parce que si j'ai bien compris, il y a 40 ans, il y avait 0,5% de musulmans en France. On est aujourd'hui à 7%. Comment vous qualifieriez cette dynamique qui fait partie de... Il faut comprendre que c'est une absence on est venu nous suppléer au fait les lacunes de la statistique publique, puisque depuis 1872 et la laïcisation de la République, il n'y a plus de statistiques religieuses. Il y en a eu un petit peu durant l'Empire colonial, mais il n'y en a plus en métropole depuis plus d'un siècle. Donc malheureusement, au grand étonnement peut-être des lecteurs du Figaro, il n'y a pas de données de référence sur la population
en France selon l'affiliation religieuse. Vous avez l'enquête Théo de l'INED, de Vincent Thibert, qui est une enquête très solide et très respectable, mais qui exclut 20 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Donc c'est une enquête intéressante, mais qui est à la base construite sur l'étude des discriminations et qui ne permet pas de mesurer vraiment les choses de manière exhaustive. Vous avez aussi une enquête très solide, mais internationale, dirigée à la base par Pierre Bréchon, qui s'appelle l'EVS, sur les valeurs, qui est très puissante aussi, très très solide et très intéressante, mais qui ne repose sur des échantillons de musulmans ou de minorités très faibles. Peut-être que tout, ils doivent interroger peut-être 2-3 000 personnes. Donc, on se retrouve au fait avec un déficit de données de cadrage que l'IFOP a essayé de suppléer, notamment à travers des grandes enquêtes comme cette enquête de 2025 ou l'enquête de l'Institut Montaigne de 2016, mais auparavant, en fait, on s'est appuyé sur des enquêtes, notamment de l'OIP, qui n'étaient pas forcément construites exactement sur le même niveau de rigueur et de méthodologie, mais qui, à l'époque, nous donnaient, vous l'avez dit, 0,5% en 85 et 2% en l'an 2000, 2% en l'an 2000. Donc, on est passé de 2% en l'an 2000 à 7% 25 ans plus tard. Ça représente combien un peu moins de... En millions de personnes, ouais. Nous, à l'IFOP, on ne fait pas d'extrapolation à partir de pourcentage. Pour le faire, il faut faire une méthode qui est une méthode aléatoire, que fait seulement en gros l'INSEE quand ils ont construit des gens de cette manière. Nous, à l'IFOP, on ne transforme pas des pourcentages en millions parce que c'est systématiquement faux. Et ça pose la question de comment on va attribuer qu'un bébé de 6 mois est forcément catholique ou musulman. En fait, il croit en rien, un bébé de 6 mois. Oui, donc, ça nécessite de se poser la question, quelle est la religion des personnes de moins de 15 ans qu'on ne peut pas interviewer? Nous, à l'IFOP, on s'y refuse. Je voudrais vous passer un bref extrait de Laurent Wauquiez, c'était hier, et il va déposer une proposition de loi pour interdire le voile aux mineurs. Attal avait déjà proposé cette PPL, mais c'était uniquement pour les mineurs de moins de 15 ans. On l'écoute. Et qu'on permette ainsi de fixer une règle très claire, interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public en France. C'est pas notre mode de vie, c'est pas notre pays, donc on réagit. Philippe Diribarne, comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'on peut par une loi interdire une pratique? Une grande difficulté, c'est que notre loi concerne des comportements individuels. Or, on a affaire à des phénomènes qui sont des phénomènes de pression sociale. Il y a un excellent livre de David Duquesne, « Ne fais pas ton français », qui explique très bien, c'est une enquête de terrain, ce qui s'est passé, disons, à Roubaix, dans lequel il y a une pression sociale qui s'exerce sur les individus, formidable. Et celui qui trahit, on a organisé il y a quelques jours avec Chantal Delsol un colloque à l'Institut dans lequel on témoignait des musulmans convertis au christianisme. Et ben, ils ont témoigné dos à la caméra. Parce que leur vie était en jeu. Donc, dans cette pression sociale. Or, nos lois ne sont pas conçues pour réagir par rapport à ça. Donc, on ne sait pas faire. Et alors, donc, on a bricolé au moment de la loi sur l'école, disons, qui était en fait une loi sur le voile, mais qu'on a appelée loi sur les signes religieux en général. Donc, on extrapole un peu. Dans certains domaines, dans les domaines plus radicaux, on définit des actions en bande organisée, etc. Mais on est extrêmement gêné par ça. Alors, donc, on bricole, et là, c'est une tentative qui consiste à essayer, à travers des obligations d'individus, à tenir compte de la pression collective. Alors, c'est ce qui a été fait par la commission Stasi. Dans la commission Stasi, la commission qui a été à l'origine de la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, dans lequel beaucoup de membres de la commission, au départ, quand ils ont commencé à se réunir, et puis plutôt étaient contre l'idée de cette loi. Et ce qui les a convaincus de changer, c'est le témoignage de jeunes musulmanes qui leur ont dit « Nous, on est soumis à une telle pression de la part de notre environnement, de nos familles, etc., que la seule manière dont vous nous puissiez nous protéger de la pression sociale à laquelle nous sommes soumis, c'est d'interdire. »
Chantal Delsol, vous avez repéré un chiffre dans le sondage qui ne va pas dans un sens d'une forme de radicalisation sur la question des conversions. Oui, ça m'a étonné. Ça m'a étonné en de bons termes, parce que j'ai trouvé ça intéressant. De voir vous vous souvenez de... et il me semble que c'est pas... 73%. 73% des musulmans qui sont favorables à ce qu'un musulman puisse rompre avec l'islam. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Parce et c'est un chiffre qui est en ça va pas dans progression le sens. très nette depuis une quarantaine d'années. Mais alors comment comprendre ce chiffre avec en parallèle une forme de rigorisme Je pense qu'au fait, et on le voit notamment, il y a des travaux d'Anne Buxel ou d'autres sociologues de la jeunesse, on est sur des générations qui valorisent au fait le droit au respect, à l'identité propre, mais il faut que ce soit un choix, ou même s'il y a un conditionnement différent, que ce soit vraiment perçu comme le choix de la personne. Donc en fait, l'idée c'est un peu, on est OK pour que tu rentres, on est OK pour que tu sortes de la communauté, mais quand tu es dedans, en gros, il faut suivre un peu la ligne du parti. Ouais. Donc on n'est pas qu'à moitié dedans, soit on l'est totalement, soit on l'est pas dedans. Mais ça signifie aussi, et ça c'est peut-être aussi une forme de modernité, de confrontation à un Occident avec ses valeurs individuelles et cet individualisme quand même qui est dominant depuis les années 50-60 dans nos sociétés occidentales. Et je pense que c'est quand même un impact, en tout cas là, un indicateur relativement positif. On a aussi autre indicateur, je dirais, positif, un niveau de coefficient d'endogamie qui est quand même légèrement plus faible chez les musulmans. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est le nombre de personnes qui sont en couple avec une personne qui n'est pas de leur religion. Voilà. Alors c'est aussi fréquent, puisque quand on est une minorité, on est systématiquement avec un niveau d'endogamie qui est plus faible, mais en tout cas on n'est pas dans une communauté qui serait plus fermée. Et puis on a quand même ce chiffre-là, je vous rappelle, de 7% de personnes âgées de 15 ans et plus, vous m'en posez la question, qui se disent de confession musulmane, dans le cadre d'un indicateur qui a été calé notamment par le CEVIPOF et par l'IFOP il y a déjà 50 ans et qu'on a reproduit tel quel avec le même mode de recueil, le même champ, la même cible, ça déconstruit un petit peu l'idée d'un grand remplacement, puisque aujourd'hui on a quand même les Français qui évaluent à 31% la population de confession musulmane dans leur pays. Dans notre enquête, on mesure 7% auprès de 15 000 Français. Donc, quand on demande aux Français combien y a-t-il de musulmans, ils répondent 31%. La réalité, c'est 7%. 7%. Alors c'est 7. On peut toujours y voir une fourchette basse ou une fourchette hausse. Mais en tout cas, et bien sûr, il y a des effets de concentration de la population. On peut penser que dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise ou les Bouches-du-Rhône, on n'est pas à 7% de moyenne. Mais en tout cas, ça remet un petit peu, je vais dire, la mosquée au cœur du village, cette enquête. Ça montre bien sûr des phénomènes qu'on peut considérés pour certains inquiétants compte tenu de la friction par rapport à la norme majoritaire. Mais d'autres indicateurs montrent aussi, en fait, des choses un peu plus positives. Mais le chiffre qui circule, comme quoi 20% des enfants de moins de 4 ans auraient un prénom arabo-musulman, vous paraît juste ou faux? C'est des travaux de mon collègue Jérôme Fourquet, que vous invitez souvent ici, et qui a travaillé à partir des fichiers de prénoms de l'INSEE et qui les a qualifiés selon en fait des annuaires, des annuaires que les musulmans utilisent. Alors il a surtout travaillé sur les prénoms masculins parce que c'est plus distinctif que dans les prénoms féminins, et son travail il date de 2016 à Jérôme. D'accord, oui. Il était, je crois, à 19%. Et il avait été multiplié par 2, ce taux, en l'espace de 10 ans. C'était en 2016, c'était il y a 10 ans. Donc, là, le 7%... Je ne dis pas qu'on a cette progression, mais ce chiffre que vous avez en tête, théoriquement, si on suit la même tendance, il est nettement plus élevé qu'il y a 10 ans. J'ai une question, parce que le 7%, il est sur l'ensemble de la population? Non, des personnes âgées de 15 ans et plus. De 15 ans et plus, pardon. Mais en revanche, est-ce que vous avez le chiffre sur, on va dire, sur les jeunes? Puisque vous faites une grande partie de votre étude sur la... 15% à peu près. 15% chez les jeunes. C'est ça. On est à 15% mais donc, du coup, ces 15%, ça dessine quand même l'avenir de la France davantage que le chiffre de 7%. Alors, oui. Je ne dis pas que 15% c'est un grand remplacement, mais ça devient... Chez les jeunes de 15 à 17 ans, on est à 15%, et dans les naissances, on est autour de, à notre avis, mais il faudrait refaire ce travail qu'a fait Jérôme, autour de 20%. Voilà. Moi, une réaction redire quelque chose sur Vauquier. Oui. Je pense qu'il ne faudrait plus qu'on entende des choses comme ça, parce que on est tous très très capables de dire ce qu'il faudrait faire. Mais personne ne le fait jamais. On parle, mais on ne fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'où vient cette... des gouvernants qui s'imaginent qu'avoir du courage, c'est faire un beau discours sur le courage. C'est pas ça. Avoir du courage, c'est faire les choses qu'on a dites.
Alors vous avez des gouvernants qui disent on va envoyer 100 rafales à l'Ukraine, mais ça sera dans 10 ans quand on aura de l'argent. Donc en fait, et tout est comme ça. Donc si vous voulez, on en a assez d'avoir des gouvernants qui disent des choses qu'ils ne vont jamais faire, parce que finalement ils vont jamais renvoyer les OQTF, ils vont jamais faire ce qu'ils disent. Donc je pense qu'à partir d'un certain moment, s'ils veulent vraiment avoir la confiance des Français, il faudrait qu'ils fassent les choses pour commencer sans les dire, pour pouvoir dire après, vous avez pu remarquer qu'on a fait ça. Et ce genre de discours, je trouve ça insupportable. Mais en tant que philosophe, comment vous expliquez qu'il y ait cette impuissance manifeste ? C'est-à-dire que par exemple, Gabriel Attal a commencé à parler énormément d'islamisme et à faire des propositions, mais uniquement après qu'il a été Premier ministre. Oui. Comment expliquer cette tendance ? Il y a une espèce de faiblesse de caractère. Vous savez, si on va chez Thucydide, on trouve déjà des analyses de ce genre sur la société de son temps. Comment vient la faiblesse de caractère ? Il y a des gens qui appellent ça de la décadence. C'est probablement excessif, mais bon, pourquoi pas ? Parce que, dites-moi si je me trompe, il y a une majorité de Français qui sont quand même favorables dans les sondages à des solutions fortes contre les problèmes liés à l'islamisme. Sur la question de la visibilité, oui, notamment du voile dans l'espace public, on a environ les 2/3 des Français qui sont pour une vision très extensive de la laïcité, puisque comme vous le savez, la laïcité à la base, ça ne doit s'appliquer qu'aux agents de l'État. Exceptionnellement, depuis 2004, on a cette loi qui, dans l'école publique, s'applique aux usagers mineurs afin, en partant du principe que, en l'état de leur développement intellectuel et personnel, il faut prendre ce type de protection à l'égard des influences religieuses, philosophiques ou politiques extérieures. Mais pour le reste, c'est quand même très problématique en termes de défense des droits de liberté de conscience et de liberté religieuse, d'aller jusqu'à ce niveau de coercition, entre guillemets, de contrôle et de contrôle de l'expression de sa religiosité dans l'espace public. Philippe Diribarne, j'ai oublié de préciser au début de l'émission que vous étiez polytechnicien et ingénieur général des mines au départ. Sur cette question des chiffres et du grand fantasme, du grand remplacement, qui est de fait un thème qui s'est imposé dans le débat public ces dernières années, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a deux thèmes. Il y a ce thème-là, qui est un thème quantitatif, et puis il y a un thème dont on parle beaucoup, qui sont les rapports entre un peuple pacifique et un peuple conquérant. Et dans lequel le peuple conquérant n'a pas du tout besoin d'être majoritaire en population pour arriver à prendre le pouvoir. C'est comme ça. Et donc, alors, je ne connais pas assez bien la situation pour dire est-ce que c'est vraiment cette image s'applique tout à fait ou pas tout à fait, mais c'est quand même une image un peu inquiétante. Et puis, je crois qu'il faut bien voir, c'est encore, quand en 2002, je crois, apparus les territoires perdus de la République, puis le rapport Aubin, tout le monde a dit que c'était rien, que c'était pas vrai, etc. Or, maintenant, tout d'un coup, et je crois que l'importance des réactions par rapport à votre sondage le montre, tout d'un coup, ce problème est en train de venir, il y a ça, il y a le rapport du Sénat, je crois qu'il est sorti ces jours-ci, il y a le livre à succès de Bergeron-Blaclair, etc. Donc tout d'un coup, au fond, on découvre le problème. Le problème est très vieux, mais on a l'impression qu'on le découvre vraiment maintenant. Et on le découvre... Pas qu'on le découvre, mais ça devient une idée relativement commune. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de polémique. Vous parliez justement du travail fondateur des territoires perdus de la République, qui avait à l'époque été qualifié, là aussi, de torchon d'extrême droite par toute une partie de l'intelligentsia de gauche. On a eu les travaux, notamment d'Hugues Lagrange, sur le déni de la culture, qui est quand même une autorité, Hugues Lagrange, et qui lui a valu aussi, là aussi, tout un ensemble d'ostracisme. On a eu, bien sûr, le travail d'Olivier Galland et d'Anne Muxel sur la tentation radicale en 2016, qui leur a valu aussi tout un ensemble de critiques. On ne met pas notre enquête à ce niveau-là, mais vous avez aussi les travaux de Gilles Kepel ou d'Hugo Micheron ou d'autres sur ces sujets-là très tendus, qui sont souvent systématiquement disqualifiés parce qu'on leur prête des arrière-pensées islamophobes. Moi, je suis le directeur d'institut qui a fait le plus d'enquêtes sur les discriminations envers les musulmans. On en a fait une il y a 1 mois, on en a fait une il y a 5 ans, on en a fait une il y a 7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes accusés à longueur de temps sur les réseaux sociaux, sur les plateaux,
notamment par des personnalités LFI, d'être islamophobes. Alors que j'ai jamais vu la LFI soutenir la moindre mesure, enfin la moindre observation statistique de ce phénomène. C'est amusant, en fait. Ils ont salué notre dernière enquête il y a un mois sur le sujet, et en même temps, aujourd'hui, la même enquête qui repose sur la même méthodologie, le même échantillon et les mêmes répondants est considérée comme islamophobe. On a des gens qui ne sont pas cohérents et qui systématiquement, dès que des travaux universitaires de fond ne vont pas dans leur sens, n'ont qu'un mot à la bouche, islamophobie ou extrême droite. Une question. Vous voyez bien que ils sont sur le recul, parce que en 2002, on a très très peu parlé des territoires perdus de la République. Les médias en ont très très peu parlé. Le Monde, quand même. Un peu, mais enfin, par rapport à la suite et par rapport au succès du livre sur les frères musulmans, par rapport au fait que le Sénat s'en saisisse, etc. Enfin, ils voient bien, si vous voulez, que leur tentative d'interdire que l'on parle de manière réaliste de ces sujets est en train de s'effondrer. Ce que vous dites, c'est que les prophètes de malheur finissent par avoir raison 10 ou 15 ans plus tard. C'est ça, au fond. Oui, bon, effectivement. Enfin, le rapport au bas, tout ça, était tout à fait réaliste. Enfin, le droit était c'est toujours avoir tort. Mais du coup, est-ce que vous diriez, Chantal Delsol, c'est inéluctable, ce processus d'islamisation de la France qui aujourd'hui est manifeste objectif, même si c'est 10 ou 15%. Maintenant que nous sommes aussi faibles, aussi peu sûrs de nous-mêmes, aussi complexés, aussi culpabilisés par l'histoire, oui, c'est inéluctable. Si je comprends bien, pour vous, il y a une forme de déni, on ne s'aime plus, entre guillemets. Oui, on ne s'aime plus, donc on est presque content de voir que les autres, finalement, nous mangent de l'herbe sur la tête. J'ai travaillé toute l'année là, sur l'Empire romain finissant pour écrire sur Saint-Augustin. C'est exactement la même histoire. Vous avez des Romains qui se jugent tellement criminels de tout ce qu'ils ont fait que finalement ils sont contents de voir l'ego détruire leur ville. C'est presque ça. Et là, nous, on en est là. Donc, à partir de là, oui, c'est inéluctable. Mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir une autre mentalité, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Et puis avoir une autre mentalité, mais pas excessive, pas extrémiste, pas radicale. Une mentalité courageuse et calme. Et voilà. Mais on n'en est pas là. Et comment les chrétiens en Europe observent ce phénomène de religiosité qui s'accroît et qui va à l'encontre de cette idée répandue d'une sécurisation de la société. Si je peux me permettre, dans notre enquête, malheureusement des chiffres qui sont passés un peu inaperçus, on a ce regain de religiosité qu'on a chez les jeunes musulmans, on l'observe aussi dans les autres religions. Et bien sûr, pas au même niveau, notamment on voit chez les évangéliques, les protestants, qui ont doublé leur part dans la population française en peu de temps, l'espace de 10 ans. Les évangéliques, notamment dans les banlieues, dans les populations subsahariennes, sont très dynamiques et sont souvent justement dans une logique un peu à l'américaine, des évangéliques plutôt conservateurs sur tout un ensemble de sujets. Mais aussi, on le voit, on a vu par exemple sur TikTok la mode du voile chrétien, où on avait des jeunes filles chrétiennes qui se voilaient dans une optique de mimétisme, c'est-à-dire que ma religion n'a de valeur que si en fait elle est contraignante ou que si elle impacte au fait ma représentation dans l'espace public ou médiatique. Et ce que je veux dire, c'est que ce regain de religiosité, il affecte l'ensemble de la société, sauf qu'au fait, dans les autres communautés religieuses, vous avez des jeunes qui sont plus religieux que les aînés, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux que les aînés. En gros, le stock de croyants chez les catholiques, ça reste encore les seniors. Voilà. Mais l'avenir, en tout cas, de cette génération Z, elle est dans un rapport général à une plus forte religiosité. Chantal Delsol, cette forme de spiritualisation, ce retour au spirituel, comment vous le percevez? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de, malgré tout, positif? Personnellement, j'ai jamais beaucoup admiré la religion sociologique, vous savez, où dans nos milieux, on va à la messe parce qu'il faut y aller. J'ai jamais trop aimé ça. Donc en fait, je suis plutôt contente de voir qu'il y a peut-être moins de gens qui pratiquent, mais qu'au moins ceux-là sont sincères. Mais je sais que je suis pas... Tout le monde ne pense pas comme moi, mais moi, c'est plutôt ma manière de voir. Très bien. Et Philippe Diribarne, vous aurez le mot de la fin. Comment réagissez-vous à cette question, finalement, peut-être que Dieu n'est pas mort et que
les musulmans aussi montrent cet aspect-là des choses. La croyance dans laquelle on allait c'est ce que je veux dire par là. avoir une société post-nationale, post-religieuse, etc., voilà, est manifestement en train de s'effondrer. On le voit aux États-Unis, c'est très frappant. Il y a eu à New York, par exemple, en ce moment, il y a un renouveau de religieux à New York que personne ne comprend. Les églises sont pleines, on est obligé de rajouter des messes le dimanche, on n'imaginait pas. Donc, ça paraît... Je pense qu'on est allé tellement loin, si vous voulez, au fond, dans la tentative de la paix par l'insignifiance, que forcément, à un moment donné, au fond du trou, on rebondit. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain Club Idées du Figaro.